Christian Estrosi, bonjour. Bonjour. On va parler de l'actualité, on va parler des remous à l'UMP et notamment après la révélation de Mediapart sur le prêt au parti de 3 millions d'euros pris sur la dotation à l'Assemblée nationale. On va parler de ce jeune Rome qui est dans le coma et on va parler de votre dernier voyage en Israël. On va commencer par là, si vous voulez bien. Vous étiez là-bas au moment de l'enlèvement des 3 adolescents. Je précise pour nos auditeurs, il s'agit de Naftali Frankel, 16 ans, Gilad Shar, 16 ans, Eyal Ifra, 16 ans. On n'a toujours aucune trace et les fouilles continuent à l'heure où nous parlons. Dans vos conversations, dans votre visite, est-ce que vous avez trouvé dans la population une forte angoisse autour de cet enlèvement? Je l'ai trouvé. Et par ailleurs, j'ai une pensée pour ces 3 jeunes, pour leur famille, pour le peuple d'Israël, pour les Juifs de France, comme du monde. Et je trouve d'ailleurs que c'est très surprenant de voir que la presse en général n'en fait pas un événement beaucoup plus important en termes d'actualité, que ce soit vraiment traité dans le coin d'une page de temps en temps. En tout état de cause, ces enlèvements interviennent à un moment où, avec beaucoup de complaisance, un certain nombre de chancelleries, dont la France, a vu et accueilli avec une certaine passivité ce gouvernement d'union palestinien avec le Hamas, dont nous savons que celui-ci n'a jamais dit très clairement qu'il renonçait à tous les actes terroristes qui ont été les siens et qu'il renonçait à être un ennemi d'Israël. Je veux que ceux qui nous entendent sachent que quand on dit la France, la position de la France, c'est pas la position de tous les Français. Et qu'il y a des hommes politiques en France, et j'en fais partie, qui dénoncent cette attitude extrêmement laxiste. Je l'ai dit très clairement à M. Netanyahou, le Premier ministre, que j'étais aux côtés de son gouvernement, que je le soutenais et que un grand nombre d'hommes politiques français n'acceptaient pas de donner un blanc-seing à ce gouvernement d'union. Alors justement, on n'a pas de nouvelles de ces 3 adolescents. Vous dites que vous avez rencontré M. Netanyahou. Il n'y a pas non plus de revendication à l'enlèvement. Est-ce que M. Netanyahou a eu raison de pointer le Hamas ? Moi, je n'ai pas d'informations. Il en dispose sans doute de la part des services de renseignement israéliens. Donc, je n'ai pas à donner un avis précis sur le sujet. Je ne fais que constater que ceci intervient quelques jours, quelques semaines après que ce gouvernement d'union se soit constitué. Et donc, beaucoup peuvent penser qu'il y a un effet de cause à effet et que ça n'était pas la meilleure opportunité. Aujourd'hui, il nous appartient de soutenir, d'affirmer que tous ceux qui dans le monde, que ce soit en Iran ou ailleurs, qui continuent à ne pas vouloir renoncer à mettre un terme à l'existence de l'État d'Israël, menacer d'actes terroristes, tourner des lance-missiles dans sa direction, etc., que tous ceux qui sont épris de démocratie et de volonté de défendre le peuple israélien dans son intégrité affirment haut et fort que ce gouvernement d'union avec le Hamas n'était pas opportun et que nous devons soutenir l'action du gouvernement israélien. Monsieur Estrosi, on va parler des djihadistes français après la tuerie du musée juif de Bruxelles. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces djihadistes français qui rentrent de Syrie? Mais vous savez, ce qui se passe en Israël avec l'enlèvement de ces 3 adolescents concorde aussi avec les djihadistes qui avancent vers Bagdad depuis le départ de l'armée américaine, se tournent vers le Kurdistan irakien, avec ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe dans malheureusement beaucoup de territoires du monde et
ailleurs aussi, et c'est oublié un peu vite aussi ce qui s'est passé un certain 11 septembre aux États-Unis. Et la France est tout aussi menacée, que chacun en ait conscience. Le gouvernement français et l'Union européenne devraient avoir une action politique plus déterminée. On en a ras-le-bol d'une Europe technocratique, qui soit une technostructure où nous avons vu malheureusement où sa faiblesse au plan politique pouvait conduire lors du scrutin du 25 mai dernier. Si c'est à cela qu'on veut en arriver, eh bien continuons sur cette voie. Moi, je préconise que nous soyons sur la voie de la fermeté. Et toute personne partie en Syrie, dans l'intention du djihad, et qui revient en France, doit être considérée comme un ennemi de la France. Il faut le considérer comme tel et considérer que nous sommes en guerre. Car tout ennemi de la France, il faut le surveiller, avoir un dispositif pour le mettre hors d'état de nuire s'il a l'intention d'agir. Monsieur Estrosi, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui ont demandé la déchéance de la nationalité ? C'est au fond se dire je ne sais pas quoi répondre, alors je réponds ça. Bien sûr, je suis pour la déchéance de la nationalité, mais est-ce que ça va changer quelque chose? De déclarer ça, c'est du déclaratif. C'est un argument facile. Pour les doubles nationalités, bien sûr qu'il faut le faire. Mais pour ceux qui ne sont que français, vous savez bien que c'est impossible. Les lois internationales ne permettent pas de faire des apatrides. Alors on fait quoi? Donc c'est bien pour ça que je dis que sur le djihad, il ne faut pas avoir de discours. Il faut avoir des actions de renseignement de nos militaires, de notre police. Il faut se donner les pouvoirs et les moyens nécessaires et agir avec la plus grande fermeté, les mettre tout simplement hors d'état de nuire. La déchéance de la nationalité ne met pas hors d'état de nuire. Donc les arrêter dès qu'ils reviennent? Il faut les interpeller, les juger, les condamner et les mettre hors d'état de nuire. Est-ce que dans votre ville, à Nice, vous avez senti une montée de l'antisémitisme? Non, je ne la sens pas. Je ne la sens pas parce que quand on est engagé, quand on fait de la pédagogie dès l'école, comme je le fais depuis près de 10 ans, en permettant à des milliers de collégiens, sous le parrainage de Simone Veil d'ailleurs, de se rendre chaque année à Auschwitz-Birkenau pour voir de quoi l'homme a été capable en matière d'indicible dans l'histoire de notre humanité. Une vraie leçon d'histoire, d'instruction civique et aussi d'humanité pour que plus jamais ce genre de choses ne se reproduisent. De donner le nom de Simon Wiesenthal à un collège pour que ce soit aussi éducatif, de permettre à Elie Wiesel et à Simone Veil de faire des conférences comme ils l'ont fait ces dernières années devant nos collégiens, de rendre hommage à Yitzhak Rabin en lui donnant l'appellation d'une voix, entretenant des jumelages entre mon université et celle de l'hôpital Hadassah ou le collège académique de Natania qui est notre ville jumelle, ou encore en interdisant, je n'ai pas eu besoin de M. Valls et de ses rodomontades pour veiller, depuis que je suis maire, à ce que M. Mbala, dit Dieudonné ou son maître à penser, M. Soral, soit interdit de spectacle à Nice. Ce n'est pas un humoriste, c'est un homme politique qui tient des meetings antisémites et qui ne sont pas acceptés à Nice. Voilà pourquoi, aujourd'hui, comme avec notre mur des justes que j'ai inauguré il y a 3 mois de cela, et qui est le second après celui de Paris, eh bien, Nice est une ville où la fraternité entre les religions aujourd'hui est une réalité, notamment dans une association qui s'appelle Alpes-Maritimes Fraternité que je préside. Alors, dans l'actualité de cette semaine, Christian Estrosi, il y a eu le cas aussi de ce jeune Rom. Vous vous êtes occupé du dossier des Roms. Il y a eu ce jeune qui a été tabassé par une douzaine d'individus et qui se trouve toujours apparemment entre la vie et la mort. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver une quelconque justification à une telle action? On ne peut trouver aucune justification à cela. C'est un acte intolérable. Et quand on se réunit en bande pour tabasser quelqu'un, c'est un acte ignoble qui doit être puni durement. Et puis j'ai en mémoire aussi, je remercie celui qui vient de produire ce film extraordinaire, 24 jours, sur le jeune Halimi. Alexandre Arcadi.
notre ami Alexandre Arcadi qui est venu le présenter en avant-première à Nice. Ça aussi, je l'avais souhaité, demandé, et qui avait été torturé par une vingtaine de jeunes, au nom d'une appartenance à une origine culturelle, religieuse, quelle qu'elle soit. Tout cela doit être sanctionné avec la plus grande des sévérités. Mais je dis aussi que le gouvernement a une part de responsabilité, parce que si sa politique était plus ferme pour rappeler les principes, les droits et devoirs de la République française, et veiller aussi à ce que l'intégrité de nos frontières soit respectée, qu'il n'y ait pas des troubles à l'ordre public qui soient provoqués par certaines communautés, eh bien, nous n'en arriverions pas à de tels actes intolérables. Voilà pourquoi, lorsque l'on veut construire une société apaisée, où ce genre de comportement soit sanctionné d'une part, mais où en même temps on évite à titre préventif. Mais vous-même, Monsieur Estrosi, vous avez été, excusez-moi, vous avez été pris à partie l'an dernier pour vos méthodes, parce que vous aviez proposé de lutter contre les occupations illégales de terrain par les Roms. Est-ce que la méthode forte que vous préconisiez a donné des résultats? C'est faux? Vous n'aviez pas proposé cela? Ça n'était pas des Roms. C'était des gens du voyage de nationalité française. Ah. Qui étaient des délinquants. Il ne faut délinquants. pas confondre, excusez-moi. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais en tous les cas... Je vous donne un exemple. C'était des délinquants. Et je les ai fait poursuivre comme des délinquants. Ils ont envahi sans droit ni titre des terrains sportifs de la ville. Il y a eu pour 675 000 € de dégâts occasionnés. Vous avez demandé qu'ils payent ces dégâts. Non seulement j'ai veillé à ce qu'ils partent sous 24 heures, malgré leurs menaces, mais ils pensaient s'en être sortis à bon compte en partant. Je les ai poursuivis, j'ai mené enquête. Ils étaient propriétaires d'une belle et grande propriété dans le Loiret, et j'ai obtenu du tribunal de grande instance de Montargis qu'une prise d'hypothèque soit prise sur leur propriété, qu'elle soit mise en vente s'ils ne payaient pas la facture. C'est pas aux contribuables niçois ni aux contribuables français. Donc la méthode forte à payer. Mais la méthode forte à payer, et chacun se respecte dans ma ville et dans notre pays, et se respectera dès lors que quand on franchit une ligne blanche, eh bien, on sait qu'il y a la sanction à côté. Et tout ça ne doit pas être mélangé avec des actes raciaux, de racisme, des actes d'antisémitisme, des actes qui sont intolérables. Mon pays ne doit pas être un pays raciste. Mon pays ne doit pas être un pays antisémite. On n'a pas le droit de s'en prendre à quelqu'un au nom de son appartenance religieuse, de sa couleur de peau, de sa religion. La France et l'idée que je me fais de la France, ça n'est pas cela. Alors, on va parler de l'UMP, mais d'abord cette information de Mediapart. Le groupe parlementaire UMP a prêté au parti 3 millions d'euros tirés de sa dotation à l'Assemblée nationale peu après les élections législatives de 2012 et sans que les membres soient au courant. L'information a été confirmée par Christian Jacob. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense qu'il s'agit d'argent public. J'en pense que nous devons tous exiger de la transparence, y voir clair. Monsieur Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, vient de proposer qu'il puisse y avoir un contrôle sur l'usage qui est fait par les fonds publics dont disposent les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Je souhaite qu'au Sénat, il en soit de même. Et en tant que Donc vous trouvez très bien la proposition de monsieur Bartolone, hein? Oui, et en tant que parlementaire UMP qui apporte sa cotisation à son groupe régulièrement, qui permet à son groupe de toucher une dotation de l'État chaque année en signant mon accord pour que cela puisse être fait, j'ai le droit de savoir pourquoi et dans quelles conditions cela s'est passé. Vous n'aviez aucune idée que votre groupe avait prêté de l'argent au parti? Nous n'avons jamais été informés de cela. Est-ce que ça vous choque? Oui, très clairement. Alors, vous avez dit, en parlant de l'UMP, que l'UMP était en danger de mort. De quel danger s'agit-il? J'ai dit très clairement que l'UMP, après ces affaires délétères, moches, sales, les Français aujourd'hui
rejette d'ailleurs les appareils politiques en général. Et je crois que notre système politique progressivement arrive vers sa fin de vie, mais en tout cas, l'UMP y a été confronté, et l'UMP n'est qu'en survie. Je ne sais pas s'il s'en sortira. Je le souhaite. J'apporterai, s'il y a une démarche collective, ma contribution, mais que s'il y a une démarche collective, car j'en ai assez des guerres de clans, de quotas, de courants. Ça n'est pas dans cet esprit que j'ai adhéré à l'UMP. Je suis gaulliste, et c'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui, je veux pouvoir m'exprimer autrement que comme un apparatchik politique, mais comme un homme politique devant les Françaises et les Français. Et vous avez je dit... participerai aux élections primaires qui détermineront quel est celui ou celle qui sera le mieux placé pour conduire nos valeurs devant les Français en 2017. Et vous avez dit que vous seriez candidat aux primaires à l'UMP en 2017, sauf si Nicolas Sarkozy se présente, mais comme il apparaît de plus en plus que ce sera le cas, il y a peu de chances pour qu'on vous voie aux primaires. Oh, je vais vous dire, les choses sont très simples. D'abord, finissons sur l'UMP. Il y a ceux qui veulent la restauration de l'UMP, puis ceux plus rares qui veulent la révolution. Hein? Moi, je suis du côté de la révolution. Et je m'oppose à toute tentative de restauration. Je suis un homme de droite, je suis gaulliste, mais pour l'UMP, je sais dire vive la révolution. Estrosi révolutionnaire, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. Il faut tout changer. Le mode de gouvernance, la manière dont démocratiquement nos militants pourront participer à un projet, que ce ne soit pas une poignée d'apparatchiks où chacun se répartisse entre clans, les quotas de ceux qui pourront participer au bureau politique, à la commission d'investiture. Vous êtes d'accord avec M. Sarkozy? Alors, il faut tout changer. Ça faisait la une du Figaro magazine cette semaine. Eh bien, voilà un point d'accord avec Nicolas Sarkozy, et j'en ai d'autres. L'UMP est en danger de mort. Si le Congrès permet de refaire l'UMP de la logique des quotas, la gouvernance des clans, les copains des uns et des autres, ce sera sans moi. Mais ça veut dire quoi tout changer? Ça veut dire quoi? On change de nom, on change d'endroit, on s'appelle plus l'UMP, on s'appelle autrement, l'Union je ne sais quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui compte, c'est d'abord de changer le fond. Notre modèle politique est usé, je dirais même le modèle politique de tous les partis politiques français. Quand je vois que il y a au PS des députés, près de 50, qui menacent de ne pas voter le budget, c'est une grande première dans la Ve République, d'avoir une majorité avec des parlementaires qui ne vont pas voter le budget, des Verts qui sont partagés entre ceux qui veulent participer au gouvernement, ceux qui ne le veulent pas, le Front National où la fille et le père ne se parlent plus, le Front de gauche où communistes, pour certains, veulent faire alliance avec le PS au municipal et contre le PS au national, et l'UMP qui est devenu un parti bourgeois élitiste qui n'a plus rien de populaire et qui fonctionne sur ce mode des quotas. Moi, je veux de nouveau un grand parti populaire comme l'avait fait le général de Gaulle avec le parti du métro ou à 18h ou celui du tramway à Nice. Alors vous nous dites, M. Estrosi... Quant à Nicolas Sarkozy, vous me posez la question. Oui. J'ai dit sauf si. J'ai dit qui et pourquoi faire. Si Nicolas Sarkozy est candidat, c'est sans doute celui qui est le plus expérimenté parmi nous. Et j'ai des liens d'amitié, de loyauté avec Nicolas Sarkozy qui me conduiront à le soutenir. Mais je veux savoir pourquoi faire. Parce que la France de 2017 n'est plus celle de 2007. Si nous avions des points de désaccord sur les mesures à mettre en œuvre pour réformer notre pays, peut-être un sujet majeur quand même, pour restaurer l'autorité de l'État qui n'en a plus, un État qui assure la protection et la défense de ses citoyens, qui soit capable de dire non à une Europe, et le non, en tant que gaulliste, a un sens, dire non à une Europe qui oublie la France, à Schengen qui ne protège pas ses frontières, à une France de l'assistanat, une fiscalité confiscatoire, à une France qui sait reconstruire une industrie française. Quand je vois ce qui se passe sur Alstom et General Electric, quand je vois ce qui se passe sur Sanofi et son PDG qui installe ses centres de décision aux États-Unis,
une France qui soit capable de bâtir une démocratie réelle avec une vraie justice sociale, parce qu'il ne peut pas y avoir de démocratie Alors, sans je justice résume. sociale. La participation du général de Gaulle doit être remise au goût du jour autour d'un grand projet social. Donc je dis pourquoi faire. Et si on n'est pas d'accord sur tout ça avec Nicolas Sarkozy, je participerai aux primaires et j'irai jusqu'au bout. Je suis très déterminé. Je suis un homme libre, je voudrais que chacun le sache. Mais pourquoi vous tenez tant à cette primaire alors qu'on voit bien à gauche que le candidat sélectionné, quand il est à l'œuvre, n'a pas les faveurs de l'opinion? Oui, c'est pas parce qu'il y a eu une fois un mauvais exemple qu'il le sera toujours. Et puis, c'est vrai que la primaire à gauche s'est faite avec beaucoup de gens inexpérimentés. Il se trouve que nous avons la chance à l'UMP d'avoir des personnalités qui ont présidé, gouverné la France, j'en fais partie, qui sont forts d'une grande expérience, avec des résultats, des succès dans leur bilan, qui ont dirigé ou dirigent de grandes collectivités locales. Vous savez, aujourd'hui, être au cœur de l'administration quotidienne d'une grande ville de France, avec une administration qui représente 163 métiers dans le service public et qui sont confrontés tous les jours aux problèmes sociaux, aux problèmes de transport, aux problèmes de croissance, aux problèmes d'attractivité des territoires, aux problèmes des rythmes scolaires, etc. Il faut être au cœur de tout cela aussi pour savoir comment changer la France dans un monde qui change. Est-ce que vous voyez de temps en temps Nicolas Sarkozy? Parce que là, on lit un petit peu partout que l'ancien président reçoit à tour de rôle des élus, jeunes, moins jeunes. Est-ce que vous faites partie Nicolas de cela? Sarkozy est mon ami. Non, mais que ce soit votre ami, ça va, on a compris, mais est-ce que vous le voyez? Je le vois, je le verrai dans quelques jours encore. Alors, vous n'allez pas nous révéler des grands secrets, encore que vous pouvez, bien sûr, au micro de RCJ, nous les révéler, mais est-ce qu'il... Le seul grand secret que je puisse vous révéler, c'est que chaque fois que nous nous voyons, nous avons un discours et des échanges qui sont faits de grandes franchises. Il vous a dit quand est-ce qu'il reviendrait? Non, je peux toujours tenter la question. Oui, mais vous savez, si je vous dis que je parle et que je rencontre régulièrement Nicolas Sarkozy, pour une fois sorti comme le font certains, c'est pour révéler tout ce qui se dit dans de conversations qui méritent une certaine confidentialité, eh bien, ça n'aura plus d'intérêt. Même nous n'aurons plus confiance l'un en l'autre. Bon, alors on va respecter votre secret. Vous avez cette confiance, j'y suis attaché. Cette confidentialité, j'y suis attaché. D'accord. Alors je ne veux plus vous parler de M. Sarkozy, de la richesse de notre relation. Je comprends bien, mais je vais vous parler d'une autre affaire qui fait beaucoup de bruit en ce moment, comme vous le savez, l'affaire Big Malion, parce que on n'en a pas encore parlé. Il faut bien sûr en parler. Est-ce que ça tout à l'heure sur oui, on a fait allusion. Vous avez raison. Sans prononcer le mot Big Malion, on en a parlé. Est-ce que ça peut poser des problèmes à Nicolas Sarkozy, cette histoire? Moi, j'ai confiance en Nicolas Sarkozy. Moi, je suis convaincu qu'il n'avait pas connaissance de tout cela. Il n'avait pas la main dans la tambouille, comme certains le disent. Si ce n'est que dès 2007, lorsqu'il a préféré arbitrer en faveur de M. Copé pour présider le groupe UMP à l'Assemblée nationale, plutôt qu'en ma faveur, vous vous en souvenez peut-être. Oh oui. Pour les réformes que décidait le gouvernement, à quelqu'un de proche et pas à quelqu'un d'éloigné et dont on pouvait douter de la confiance dans laquelle... Quand on me dit, par exemple, je vous prends cet exemple parce qu'il est significatif, je l'ai lu sur un site, que le meeting de Nice a coûté 600 000 €. Je vais vous dire, je n'y crois pas un instant. Pas un instant. Et je vois qu'il est affiché pour 98 000 et quelques euros dans les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. C'est à peu près quand on organise les uns et les autres des réunions dans le Zénith de Nice, avec la sono, avec des images, des écrans, l'éclairage. Mais la différence, elle a été où, à votre avis? Un peu de mise en scène. Très bien, mais la différence, monsieur Estrosi, à la municipalité niçoise, ce que cela coûte
sans doute au meeting de Nicolas Sarkozy tel qu'il l'a déclaré au Conseil constitutionnel, ou à des artistes qui se produisent régulièrement. Monsieur Estrosi, je me permets de vous reposer la question. À votre avis, la différence... Donc moi, je veux savoir où est passé l'argent, parce qu'on se moque du monde. La justice doit regarder comment les dirigeants de Big Malion ont facturé tous ces meetings et où c'est passé. Et je suis convaincu quelque part, en témoignant toute ma confiance à Nicolas Sarkozy, qu'il est quelque part une victime de tout cela. Alors, la justice va essayer de voir clair et la direction de l'UMP aussi. Qui dirige aujourd'hui l'UMP? C'est un triumvirat ou c'est un quatuor? Je m'excuse, mais vous savez, je suis dans les Alpes pour une rencontre avec le monde des producteurs, des éleveurs, pour parler de l'avenir de leur métier qui souffre aujourd'hui. Et ils m'attendent avec impatience. Donc, si vous pouvez me poser une dernière question. Alors, la dernière question. Je dois leur accorder aussi le respect nécessaire. Absolument, mais nous comprenons tout à fait. Et merci en tout cas d'avoir ménagé votre temps pour pouvoir être notre invité ce matin. La dernière question, c'est la question MyBooks. Vous la connaissez, MyBooks, c'est un site d'information littéraire et en partenariat, nous vous posons la question, quel est votre livre de chevet? Quel livre lisez-vous en ce moment? Écoutez, il se trouve que je viens de recevoir le Salon du Livre à Nice, présidé chaque année et organisé en partenariat avec la ville par mon ami Franz-Olivier Gisbert. Et j'ai organisé un dîner sous la coupole de l'Observatoire de Nice, qui est à l'origine de près de 450 découvertes de planètes, et notamment récemment d'une étoile 1100 fois grande comme le Soleil. Je suis un peu passionné par l'univers et j'avais à ma table le président d'honneur de cette année, Edgar Morin, pour lequel j'ai une admiration profonde. On a parlé de tous ces sujets et notamment j'ai ce bouquin qu'il m'a laissé à cette occasion qui s'appelle « La voie pour l'avenir de l'humanité ». Et au moment où j'ai envie d'inventer un nouveau modèle politique, Edgar Morin nous rappelle ce que les monothéismes, la philosophie de l'homme-dieu nous ont désappris. Les humains sont une partie d'un univers plus vaste. Ils ne peuvent vivre hors de cet univers, en dehors de cette espèce de fantasme technophage. Et si c'est ce qui ressort en tout cas des premières pages que j'ai pu lire, chaque individu est unique. Il ne peut vivre bien longtemps hors des autres. Et dans un monde global où la mondialisation tient lieu de politique de civilisation, moi je voudrais vous dire, comme Edgar Morin, qu'il est temps de rappeler que nous sommes interdépendants et qu'il est temps pour nous de penser le monde et non les profits que nous pouvons tirer du monde. Je me reconnais tellement dans cet ouvrage dont je suis en train de lire les premiers chapitres d'Edgar Morin. Voilà en tout cas ce qui constitue mon livre de chevet en ce moment. Christian Estrosi, député maire de Nice, ancien ministre, merci d'avoir été l'invité du Grand Entretien ce matin. Un grand entretien que vous pouvez retrouver sur YouTube et sur le site de notre station www.radio-rcj.info. Bon dimanche à tous.